Bienvenue à Question Directe, bienvenue à tous. Nous sommes avec M. Boubacar Seye. Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, une ONG qui s'occupe des questions de migration. Il est aussi chercheur à migration internationale. Merci M. Seye d'avoir accepté notre invitation. L'actualité au Sénégal depuis quelque temps, c'est le cas de Mbayang Diop. Aujourd'hui, il semble que des ONG se battent, dont votre ONG, pour sa libération, qui est de clémence de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de cette femme qui a été accusée d'avoir tué son employeur. Au-delà de tout cela, quelle analyse faites-vous de cette affaire? Bonjour Alassane. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation, nous donner aussi l'occasion d'éclairer un peu la lanterne sur le cas Mbayang Diop. Parce qu'effectivement, Mbayang Diop, une ressortissante sénégalaise de 22 ans, accusée aujourd'hui d'avoir tué la femme de son patron. Je vais parler au conditionnel parce que jusque-là, il n'y a pas eu une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Parce qu'effectivement, Mbayang est sous menace d'une décapitation. Et s'il s'agit d'une légitime défense ou d'un cas d'homicide involontaire, dans ce cas, Mbayang devrait être libéré. Mais malheureusement, il n'y a pas eu jusque-là une enquête. Et la souveraineté, et c'est ce que nous avons toujours dénoncé en matière de migration pour des raisons économiques, la souveraineté appartient au pays d'accueil qui dicte ses lois, malheureusement. Et les migrants se retrouvent en situation de dominer. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'organisation de défense, nous avons eu à demander une mobilisation internationale. Nous avons à lancer une pétition de signature, bien que cette requête n'est pas très ancrée dans les... n'est pas coutume en Afrique. Mais aujourd'hui, on se félicite du fait que pratiquement on est à plus de 5000 signatures, dont pour la plupart des signatures qu'on enregistre du côté européen, du côté américain et même du côté arabe. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en profite aussi pour remercier toute la presse, parce qu'aujourd'hui, si le monde entier a eu écho du cas Mbayang, c'est grâce à la presse nationale d'abord et la presse internationale qui nous a soutenus pour cette mobilisation afin de sauver Mbayang Diop, qui est sous peloton, du peloton du moins de l'exécution. Les sociétés disent qu'elles sont parties voir Mbayang, la rencontrer, et qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite sera reçu au Sénégal, que le cas Mbayang sera discuté. Est-ce que vous avez espoir? Oui, nous avons espoir, vu les relations d'excellence entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, des relations séculaires, et vu aussi la médiation et l'implication que nous avons demandé au niveau de la communauté internationale, de toute la Oumma islamique, nous avons espoir qu'il y aura aujourd'hui un dénouement humain et miséricordieux dans l'affaire Mbayang Diop, pour libérer aussi tout le Sénégal et toute la communauté internationale qui aujourd'hui est sous choc. Donc j'espère et nous le souhaitons, vu quand même les relations qu'il y a entre, j'insiste encore une fois, des relations citées en exemple entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, nous espérons que le peuple sénégalais sera vraiment libéré de ce lourd fardeau. Parce que j'avoue que nous sommes nombreux à ne plus dormir et la tension est là, donc les nerfs sont très vifs. Et je crois qu'il y aura une issue favorable. Le cas de Mbayang, c'est un cas peut-être qui est très médiatisé, mais souvent, il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui vont en Arabie Saoudite, dans des pays arabes, dans des pays asiatiques, dans des conditions souvent troubles et qui sont dans des situations très compliquées. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour éviter ce genre de situation? Absolument. Vous savez, le cas Mbayang, effectivement, est un cas isolé, mais il y a bien d'autres Sénégalais qui ont maille à partir avec la justice des pays et qui sont dans des situations d'extrême urgence, de détresse dans les pays d'accueil. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui croupissent dans des prisons sans l'aide spécifique dont ils ont besoin. Je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de relancer le débat sur ces problématiques-là. C'est l'occasion de relancer le débat
sur une meilleure protection des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait changer. Il faudrait changer de stratégie, il faudrait changer de paradigme. Je crois que ce dont les Sénégalais de l'extérieur ont le plus besoin, c'est une protection. Vu le contexte géoéconomique et géopolitique très tendu, miné par des amalgames entre islam et migration, un contexte miné par la menace terroriste, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'au Sénégal, qu'on change de vision, qu'on change de paradigme en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Et aujourd'hui, cette gestion constitue un échec. Et je dirais même que c'est l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés dans ce nouveau millénaire. Et je crois que le cas Mbayang va nous édifier. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises, je souhaite qu'ils vont se remettre en question dans la gestion de ce dossier-là et proposer une autre vision aujourd'hui. Nous avons eu à donner des pistes de solutions, vu la position géostratégique et géoéconomique du Sénégal, vu le fait que aussi le Sénégal est une terre d'immigration et que l'immigration dévoile des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. La cause principale dans un pays comme le Sénégal est la pauvreté. Je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Nous avons même à parler d'un concept qui est le revenu universel, juste pour lutter contre l'extrême pauvreté, recadrer le débat encore une fois sur l'emploi des jeunes, qui pose aussi des enjeux d'ordre sécuritaire, vu le contexte mondial actuel aujourd'hui, miné par la menace terroriste. 60% pratiquement de la population ont moins de 20 ans et la plupart en chômage. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de changer de paradigme, aujourd'hui, ne serait-ce que pour des questions d'ordre sécuritaire. Il y a un autre cas aussi, c'est quelqu'un qui se dit sénégalais, en tout cas, qui se présente comme un Sénégalais, qui s'appelle Ousmane Seck, qui aurait été décapité, tué en Indonésie pour trafic de drogue. Ses papiers, c'est les papiers où son passeport il y a un nom sénégalais. Les autorités disent que ce n'est pas un Sénégalais, c'est un Nigérian qui a acquis des papiers sénégalais. L'exécution a été faite, il n'y a pas eu d'enquête pour savoir effectivement comment ce Nigérien ou bien ce Sénégalais a pu avoir ses papiers. Absolument. Voilà, le cas Ousmane Seck, si j'ose dire Ousmane Seck, a été un sujet de polémique à répétition dans ce pays-là. Et nous avons eu à dénoncer quand même le fait que, ne serait-ce que pour des raisons d'assistance à une personne en danger, nous avons eu à déplorer les déclarations du ministre dans le cas Ousmane Seck. Il n'est pas sénégalais, ça veut dire que donc tuez-le, tout simplement parce qu'il n'est pas sénégalais. Je crois qu'il y a une grande responsabilité morale et juridique dans cette affaire-là. Mais au-delà de cela, je voudrais aujourd'hui profiter de votre antenne pour dire une chose fondamentale aujourd'hui. Je ne parle pas d'Ousmane Seck, puisque, qu'à cela ne tienne, il n'est pas sénégalais. Donc je dirais un Africain exécuté en Indonésie pour trafic de drogue. Et cet Africain était détenteur d'un passeport sénégalais. Et c'est là où, aujourd'hui, j'interpelle le procureur de la République pour qu'il s'autosaisisse de ce dossier, parce qu'aujourd'hui, les faits sont graves. Parce qu'il s'agit tout simplement de sauver l'honorabilité et la respectabilité du peuple sénégalais. Aujourd'hui, parce que, donc, s'il est détenteur d'un passeport sénégalais, ça veut dire que quelque part, il y a des faussaires. Il faut les identifier et leurs complices. Donc, il faudrait impérativement l'ouverture d'une enquête pour nous édifier sur le cas Ousmane Seck. On ne peut pas laisser ce cas-là comme ça. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que Ousmane Seck, on l'a exécuté, il n'est pas sénégalais, et puis point barre, c'est fini. Ah non, nous demandons aujourd'hui, et j'en profite pour demander au procureur de la République de s'autosaisir sur le cas Ousmane Seck. Parce qu'il s'agit... Est-ce qu'il n'y a pas enquête? On ne risque pas d'avoir des problèmes avec des passeports sénégalais dans les aéroports internationaux? Ben justement, c'est le risque que nous courons en tant que migrants. Aujourd'hui, vous allez débarquer dans n'importe quel aéroport, vous serez les derniers à sortir parce que tout simplement, le Sénégalais est ciblé comme trafiquant de drogue. Moi, j'ai l'habitude de ne plus voyager avec du café Touba parce que dès que j'arrive même avec le café Touba, on me fait un test de trafic de drogue. Alors vous imaginez ce qui se passe. Donc, il y va de l'intérêt du Sénégal de laver aujourd'hui comment on dit,
aujourd'hui de régler ce problème-là par l'ouverture d'une enquête très sérieuse aujourd'hui et très approfondie pour identifier ces faussaires et leurs complices. Parce qu'il y va du respect du sceau et de la sauvegarde de notre patrimoine sénégalais. Et là, effectivement, j'en profite pour dénoncer un peu le laxisme qu'il y a dans ce dossier. Et c'est là aussi il y a un problème. On parle de Sénégal de l'extérieur, mais c'est qui est le Sénégalais de l'extérieur avec ces drames? Nous parlons de migration internationale dans ce contexte géopolitique tendu, dans ce contexte mondial d'interdépendance et de globalisation. La migration étant transversale. Aujourd'hui, les failles et le laxisme qu'il y a dans ce dossier-là, c'est le fait que tout simplement, le ministère ne prend pas en charge la migration dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Et c'est là... La migration, à un moment, on en avait parlé, ça avait fait une sorte de grand raffut médiatique concernant Barsac. De moins en moins, on en parle peut-être dans les médias. Mais si on regarde bien l'actualité internationale, on retrouve souvent des Sénégalais dans des bateaux qui ont quitté la Libye, italienne. Il y a beaucoup de morts, on en parle de moins en moins. Non, mais on n'en parle pas, c'est un sujet de polémique. Chaque fois qu'il y a on enregistre des morts en Méditerranée, il n'y a pas de Sénégalais, alors que la plupart sont Sénégalais. Parce que ce qu'il faut dire, quand on entame un projet migratoire clandestin, la finalité, c'est obtenir le droit d'asile. Et le ressortissant sénégalais, le migrant sénégalais, il est économique. C'est un migrant économique. Il ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Il n'est pas couvert par la Convention de Genève de 1950. Il ne se déclare pas sénégalais, il se déclare somalien, justement, ou bien éthiopien ou bien de Centrafrique. Effectivement, pour bénéficier, parce que la finalité, c'est cela. Donc, et c'est là où il y a un problème. Donc, il y a toujours des polémiques sur ce sujet-là, mais moi, je le dis, je le répète, les 3/4 sont sénégalais, et ça, c'est clair. Maintenant aussi, il y a un manque de responsabilité de la part des autorités qui gèrent ce dossier-là et nous appelons à la responsabilité. L'autre aspect, c'est que l'immigration étant aussi un soupape de sûreté pour régler leur morosité économique et réduire les taux de plus on part, plus ils meurent, mais plus il y a moins de chômage. Donc aussi, je crois que c'est l'occasion pour recadrer le débat. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, il faudrait aujourd'hui retenir ces gens-là. Quand on fait un survol des théories de la migration, la théorie néoclassique, la nouvelle économie des migrations internationales, la causalité cumulative, même au plan macroéconomique, toutes ces théories-là aujourd'hui font qu'aujourd'hui le Sénégal est une terre d'émigration. Donc c'est des théories, c'est des facteurs de déclenchement de l'immigration. Donc dans un pays comme le Sénégal, quand même, il faut vraiment mettre sur pied il faut organiser l'immigration. Et au-delà du fait que le Sénégal est une terre d'immigration, mais aussi une terre d'immigration, on retrouve au Sénégal, vu sa position géopolitique et géostratégique, je dis que 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal attire par sa stabilité. Donc je crois qu'en organisant la migration dans un pays comme le Sénégal, on aurait fait de ce pays-là un campus d'excellence en matière de migration. Et c'est ça notre vision. Aujourd'hui, la migration dévoile des aspects, des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'ordre sécuritaire et nul n'est épargné. Le monde est miné par des crises qui sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes et exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques et géoéconomiques mondiales. Le facteur le plus cryogène est le facteur religieux parce que identitaire. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de Sénégalais, on n'en parle pas beaucoup, qui passent par le Niger pour des fois rejoindre soit des filières djihadistes ou bien vont en Libye. Et tout ça, c'est un danger, c'est peut-être un retour de manivelle contre le Sénégal. Absolument. Donc les autorités ne prennent pas en compte. Mais un grand danger, et je vous dis, il y a 4000 subsahariens qui entrent chaque mois en Libye via le Niger. Et ça pose un problème. Effectivement, d'ordre sécuritaire. Et ces jeunes, malheureusement, sont prisonniers des factions rivales en conflit. Et c'est là où j'interpelle l'Union africaine pour une résolution de la crise libyenne. Parce que la Libye a plus de 2000 km de côte qui s'ouvrent directement sur la Méditerranée. Donc, c'est la raison pour laquelle Kadhafi avait brandi cette menace-là. Donc, si vous me fatiguez, il avait dit aux Occidentaux, si vous me fatiguez, je vais ouvrir les... Donc, aujourd'hui, je crois que c'est l'occasion
question, dans un pays comme le Sénégal, de mettre l'immigration au cœur du débat. Des Sénégalais meurent en Méditerranée et personne n'en parle. Donc cette force vive est en train d'être sacrifiée. Malheureusement, il y a autant de cadavres que de sardines en Méditerranée et personne n'en parle. On nous parle de... Je reçois souvent des journalistes européens et on leur fait comprendre qu'il n'y a pas de partance depuis Dakar, mais il y a des voies de contournement. Les gens contournent par le Niger. Les gens aujourd'hui, et je vais attirer aussi l'attention sur le fait qu'il y a des voies de contournement. Les Sénégalais, avec les difficultés liées au visa, ils émigrent vers les pays latino-américains, le Brésil, Argentine. C'est des pays... Donc, ce qui fait que, si vous voyez, chaque fois nous avons des corps en souffrance dans ces pays-là, mais c'est des pays où pratiquement le taux d'homicide est très, très, très élevé. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, une fracture sociale. Les États-Unis, un pays où il y a plus de 270 millions d'armes qui circulent. Donc, avec tout cela, je crois que c'est l'occasion, et j'en profite pour interpeller les Nations Unies à plus de fermeté. Justement, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui sont inquiets, qui sont aux États-Unis, vu la tournée qu'a pris la campagne électorale aux États-Unis. Certains d'ici, par extraordinaire, Donald Trump venait au pouvoir avec ses menaces contre les musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, nos pays sont préparés à recevoir si on nous renvoie des immigrés? Et c'est là où le Sénégal doit changer de vision. C'est vrai que la solution ne peut pas être régionale ni nationale, mais la solution est intégrée. Le Sénégal, un pays qui compte jusque-là, et nous regrettons le fait qu'on ne peut pas vous dire le nombre de Sénégalais à l'extérieur. Nous l'avions dit quand nous sommes venus dans ce pays-là. Un recensement exhaustif est primordial. Il n'y a pas cette volonté politique-là. Il n'y a pas de politique migratoire au Sénégal. Nous parlons de migration, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. La migration est en transversale dans tous les domaines. Mais ici, on parle de Sénégal de l'extérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ne prennent pas en compte les Sénégalais qui meurent en Méditerranée, qui est dans le désert, etc., etc. Donc, on prend en compte le Sénégalais qui vit en Espagne, qui vit en Europe, qu'on utilise pour à des fins électorales et puis après qu'on rejette. Donc je crois qu'il est temps qu'on change de paradigme, qu'on change de vision. C'est la raison pour laquelle... Est-ce qu'il faut rétablir le visa de sortie, comme l'a proposé Abdoulaye Matar Diop? C'est une piste de... Parce qu'il y a un laxisme dans ce dossier, parce que le ministère de Défense... Nous avons eu, à travers vos antennes et d'autres radios, soulever la problématique de ces femmes de ménage en Arabie Saoudite. Et interpeller les Nations Unies pour plus de protection, parce qu'aujourd'hui, il y a une féminisation des flux migratoires depuis 1990. Les femmes occupent 48,6% des migrations et sans aucune protection en matière de droit international. Alors qu'on nous dise au ministère, il y a des bureaux à l'aéroport. Donc il y a sur quelle base légale ces gens-là amènent ces femmes en Arabie Saoudite sans savoir les codes, les lois qui régissent le code de travail et de sécurité sociale dans ces pays-là. Il faut démanteler ces réseaux-là, nous l'avons toujours dit. Mais malheureusement, le cas Mbayang est là, et là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. L'État est responsable de ce qui se passe, le dossier est mal géré, et nous l'avions dit aujourd'hui, et nous interpellons le chef de l'État. Vu ces problématiques-là, c'est vrai, visa de sortie, ça peut être une piste de solution. Mais je crois que dans ce pays-là, comme nous l'avons dit, en situation de vulnérabilité chronique, il faudrait une agence qui n'a rien à voir avec le ministère, qui va prendre la migration, une agence autonome qui sera peut-être reliée directement à la présidence de la République, qui va prendre la migration dans sa diversité et sa complexité. Nous avons parlé aussi d'une diplomatie spécifique aux questions migratoires. Au niveau de l'Assemblée, malheureusement, on ne parle jamais de migration. Alors, nous ne comprenons pas donc, que l'Assemblée ne s'est jamais prononcée sur ce cas-là. Alors, il devait y avoir des enquêteurs, dépêchés, des parlementaires dans les pays arabes aujourd'hui pour s'enquérir de la situation de ces femmes-là. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et nous exigeons qu'il y ait au niveau de l'Assemblée nationale une commission, moi je ne parle même pas de députés, mais une commission spécifique aux questions migratoires. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros bailleur de l'État du Sénégal sont les migrants.
Alors, l'argent que nous mettons est supérieur à l'aide au développement, estimé à $37 par personne et par an. On parle de N fois la masse salariale de la fonction publique du Sénégal. Donc, je crois que ces gens-là ont leur place dans le processus socio-économique du pays. Il est temps qu'on intègre. Je crois que c'est ce que la Chine fait. Donc, en organisant la migration, aujourd'hui, la Chine émerge. Parce que la Chine s'est appesantie sur ses fils répartis à l'étranger en valorisant les produits made in Chinois. Aujourd'hui, nous avons nos produits, le Bouilly, le Dakar, etc., etc. Je crois que le Sénégal aurait pu s'appuyer alors sur ses fils répartis à l'étranger en mettant sur place une bonne stratégie, en changeant de vision aujourd'hui. Je crois qu'en impliquant les Sénégalais de l'extérieur dans le processus économique du pays, ça va résoudre les problèmes d'ordre conjoncturel et structurel. Aujourd'hui, si nous mettons 1000, comme on le dit, on mettrait 10 000 ou bien 3 000 ou 4 000, 5 000, parce que ce qu'on dit est informel. Donc, on nous parle de $1000, mais il y a plus de $1000 milliards qui entrent dans ce pays-là. En Europe, on a vu la montée un peu de l'extrême droite. Dit à l'immigration, les questions sont très agitées. Aujourd'hui encore, avec le terrorisme un peu qui frappe un peu l'Europe, est-ce que les immigrés sont en danger dans ces pays? Ben absolument, nous sommes tous en danger avec la montée de l'extrême droite et des partis populistes de service. Et c'est là où nous nous interpellons les Nations Unies sur une redéfinition des règles de la migration, parce que nous sommes dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations où tout le monde migre. Vous avez vu les conséquences du Brexit qui a été un tissu de mensonges sur l'immigration et sur l'islam. Aujourd'hui, l'islam est mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Alors, ces politiciens, malheureusement, qui ont échoué dans leur idéologie classique, surfent sur l'islam et l'immigration extra-européenne. L'islam, aujourd'hui, est accusé par des représentations basées plus sur des faits historiques et anthropologiques que sur la religion elle-même. Et là où le bas blesse, c'est les migrants, c'est nous qui payons. Et là, nous interpellons aussi les dirigeants de l'Européen qui ont échoué à mettre sur place un modèle de société adapté aux défis de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec cette crise migratoire, devenue une crise humanitaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc l'Europe a échoué dans la gestion de cette crise. Mais pourtant, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans des fonds pour fixer les immigrés chez eux ou le retour au pays. Mais finalement, ça semble avoir échoué. Mais c'est là où j'ai dit, parce que j'ai été reçu 2 fois à l'Union européenne, et on me dit chaque fois qu'ils n'ont pas de résultat. Ben, il faut qu'on change le type de coopération, parce que cet argent ne profite pas aux ayants droit. L'immigration étant une soupape de sûreté pour régler leur morosité économique. Mais il faut changer le type de coopération. La formation, on ne peut pas donner de l'argent sans qu'il y ait suivi et évaluation. Parce que, vous voyez les déclarations de patrimoine en Afrique, les dirigeants africains sont plus riches que leurs homologues européens. Cet argent, l'argent qu'on injecte en Afrique rentre dans des tonneaux sans fond, pour ne dire que cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on change le type de coopération, mettre l'accent sur la formation et la création d'emplois. C'est le seul facteur de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Et là aussi, moi je dénonce l'hypocrisie des dirigeants européens sur la gestion de cette crise. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Turquie. La Turquie qui réclame, qui exploite la misère humaine, qui réclame 6 milliards d'euros, des visas et son adhésion à l'Union européenne. Vous avez vu actuellement avec ce qui se passe. Donc, alors qu'en Turquie, il n'y a aucune infrastructure pour accueillir ces migrants-là. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a toute une économie pointillés en gestation qui génèrent le terrorisme, parce que c'est eux qui créent le terrorisme, ces trafics humains, ces trafics d'armes, et c'est tout cela qu'il faudrait combattre. C'est la raison pour laquelle Horizon Sans Frontières pense que toute lutte aujourd'hui contre le terrorisme, contre le terrorisme, l'immigration clandestine, toute action visant à renforcer la paix et la sécurité doit passer par la mise en œuvre d'une stratégie autour d'un menu triptyque que nous avons appelé immigration, paix et sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la paix et la sécurité en vue d'un développement humain durable influent sur une meilleure gestion des flux migratoires qui ont échoué. Et nul aujourd'hui n'échappe. Donc vous avez vu l'Afrique qui est minée par ces crises, l'Afrique qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, je l'ai dit. Avec le Brexit, il faudrait que l'Afrique relève le défi. Il faudrait
une harmonisation des positions, une harmonisation fiscale, une harmonisation, une convergence sociale, une diplomatie spécifique aux questions religieuses, aux questions migratoires aujourd'hui, pour une libre circulation des biens et des personnes. L'Europe s'organise, mais l'Afrique refuse de s'organiser. Et là, je crois que le défi est là. Il faudrait organiser la résilience des économies africaines face au Brexit, parce que le danger qui nous mène est que, avec le Brexit, c'est la France qui se positionne. Et nous craignons, nous redoutons que la France risque de virer l'aide européenne vers ses intérêts géopolitiques et géostratégiques en Afrique pour mieux exploiter aujourd'hui les richesses africaines. Je crois que notre défi à nous, Africains, aujourd'hui, c'est d'organiser non seulement la résilience des économies, mais aussi la préservation de nos ressources naturelles. Mais ça, c'est dans l'union, on ne peut pas le faire dans la dispersion. Et l'Afrique manque aujourd'hui à un problème de leadership. Je crois qu'il faut un leadership africain capable de prendre des initiatives et des perspectives et stratégies d'anticipation et de capacité d'agir. Sans ça, nous irons vraiment vers le chaos total. Boubacar Seye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes le président de Horizon Sans Frontières, une ONG qui s'occupe des migrations internationales. Vous êtes aussi chercheur en migration internationale. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir.